L'héritage Vance, un combat pour la paternité à Miami, première partie, la révélation du couloir, l'air stérile du centre médical Kendall et Miami n'avait jamais semblé si suffocant. À 38 ans, Elias Vance était synonyme de succès impitoyable. Son empire immobilier parsemait l'horizon de Brickell Avenue. Aujourd'hui, cependant, son costume de créateur et sa montre en platine ne pouvaient cacher la tension sur son visage. Il était là pour rendre visite à sa mère en convalescence, Victoria Thorne. Mais alors qu'il parcourait l'aile privée, la vie qu'il avait si méticuleusement construite vola en éclats en un seul regard. Il se figea devant la porte vitrée de la chambre 412. À l'intérieur, au lieu du silence stérile attendu, il y avait une scène chaotique et vibrante. Il y avait Camilla Reyes, son ex-femme, dont il avait divorcé depuis exactement 4 ans. Elle avait l'air épuisée, ses cheveux bruns attachés en une queue de cheval désordonnée, mais une lueur féroce brillait dans ses yeux. Blottis sur le lit d'hôpital à côté d'elle, se trouvaient 3 bambins identiques. 3 garçons aux cheveux sombres et bouclés, et avec sans aucun doute les mêmes yeux ambrés qu'Elias voyait dans le miroir chaque matin. L'oxygène quitta ses poumons. Le calcul était simple et dévastateur. Divorcé il y a 4 ans, des enfants d'environ 3 ans. Elias réalisa qu'on lui avait volé les 3 premières années de la vie de ses fils. Lorsque Camilla leva les yeux, leurs regards se croisèrent à travers la vitre. Le choc et la terreur sur son visage reflétaient sa propre paralysie. Le monde qu'Elias pensait contrôler venait d'être complètement bouleversé. Il marcha comme un automate vers la chambre de sa mère. Elias, mon fils, le salua Victoria avec son aplomb habituel. « Depuis combien de temps sais-tu » Elias ne prit même pas la peine de fermer la porte. Sa voix était un grondement sourd et dangereux, rarement utilisé en dehors de la salle de conseil. Victoria pâlit. « Elias, s'il te plaît, assieds-toi, je viens d'avoir. Dis-moi depuis combien de temps. » Sa main s'abattit sur la table de chevet, faisant trembler le bouquet d'orchidées blanches. Victoria baissa les yeux, incapable d'affronter sa fureur. « Depuis le début. Camilla a essayé de te contacter. Elle est venue au bureau, elle a laissé des lettres. Je me suis assuré que rien de tout cela ne te parvienne. Je pensais que c'était mieux pour toi. L'amour s'estompe, mais les affaires... Tu m'as volé mes enfants. » Elias recula, sentant les fondations de sa vie s'effondrer. « Tu as intercepté sa grossesse, leur naissance, leur premier pas. Est-ce que ça en valait la peine, mère ?» L'expression de Victoria était celle d'une panique pure. Elle n'avait pas prévu que le secret serait révélé de cette manière. Elias se tourna vers la porte, son esprit déjà ailleurs. « Rassemble toutes ces lettres, chaque journal d'appel et chaque courriel bloqué. Je veux tout sur mon bureau avant demain matin, » ordonna-t-il avec une finalité glaçante. « Et prépare-toi à perdre quelque chose de plus précieux qu'une acquisition d'entreprise, ton propre fils. » Deuxième partie, les lettres non lues et la fiancée. Elias quitta la chambre de sa mère en trombe, son téléphone lui brûlant la main. Il annula toutes ses réunions, y compris le dîner avec Serena Hayes, sa fiancée, et l'héritière du principal rival de Vance Holdings. Leur mariage était une manœuvre stratégique pour fusionner 2 empires, et maintenant, toute cette architecture complexe semblait complètement vide. Cet après-midi-là, assis dans son penthouse surplombant l'océan, Elias lut les lettres de Camilla. Il y en avait des dizaines, détaillant avec espoir puis avec désespoir les progrès de sa grossesse. « Elias, s'il te plaît, même si tu ne m'aimes pas, réponds simplement. Je ne peux pas faire ça seul. Je veux que tu saches que ce sont des triplés. Les médecins disent que ce sera un accouchement difficile. » La dernière lettre, datée d'un jour avant le 3e anniversaire des garçons, le dévasta. Camilla y racontait la fête d'anniversaire qu'elle avait organisée seule, avec un petit gâteau dans leur minuscule appartement. Une vraie vie de lutte et d'amour se déroulait à seulement 16 kilomètres de son penthouse de luxe, et il avait tout manqué à cause d'une trahison et de son propre aveuglement. Léo, Marco et Nico, murmura-t-il les noms de ses fils, réalisant que jusqu'à ce moment, il n'avait été qu'une vague possibilité dans son esprit. Son téléphone sonna, interrompant son chagrin. C'était Serena. « Elias, qu'est-ce que ça veut dire, annuler la réunion avec les partenaires de Dubaï sans explication ?» Sa voix était tranchante et professionnelle. « Serena, » dit Elias en déglutissant difficilement. « Ce n'est pas une question d'affaires. Nous devons parler. » Il lui raconta l'histoire, choisissant de prendre lui-même le blâme pour le manque de communication. « C'est impossible, » dit Serena, sa voix dangereusement calme.
Tu dois être sous le choc, chérie. Ce sont des fantômes du passé. Un test ADN réglera ça. Nous nous marions dans quelques mois. Nous n'allons pas laisser... Ce sont mes enfants, Serena. Il la coupa et la certitude dans sa voix le surprit lui-même. Je le sais d'une manière que je ne peux pas expliquer. Et nous? Le silence s'étira. Nos plans? Les médias? Sais-tu le ridicule public que ce sera pour moi si nous annulons le mariage? Je suis vraiment désolé, Serena, dit-il, l'honnêteté étant un soulagement douloureux. Mais ma vie a changé. Je dois être leur père. Serena raccrocha sans dire au revoir. Si vous étiez à la place d'Elias, auriez-vous coupé les ponts avec votre mère immédiatement ou auriez-vous essayé de vous réconcilier? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Appuyez sur le bouton « J'aime » si vous pensez qu'Elias a fait le bon choix en faisant passer ses enfants en premier. Troisième partie, la chef prudente de Coconut Grove. Le lendemain matin, Elias se rendit dans la chambre des garçons. Camilla finissait de faire ses bagages. Leur voisine plus âgée et vigilante, Madame Gomez, l'aidait. « Bonjour, Camilla », dit Elias, la gorge serrée. Il se sentait intimidé par la femme qui avait élevé ses fils seuls. « Elias », répondit-elle prudemment, « ils sont prêts à rentrer à la maison. » Il lui tendit maladroitement un sac de jouets coûteux qu'il avait acheté impulsivement. Les garçons les prirent, mais pas avant d'avoir regardé leur mère pour obtenir son approbation. Elias suivit la berline cabossée de Camilla jusqu'à un modeste immeuble d'appartement à Coconut Grove. Le contraste avec sa propre vie était saisissant. L'appartement de 2 chambres était petit, mais il débordait d'amour et d'une organisation soignée. « Je travaille au Sweet Spot, une petite boulangerie », expliqua Camilla pendant que les garçons faisaient la sieste. « La garde d'enfants coûte cher. »« Pourquoi personne d'autre ne voulait t'embaucher ?» demanda Elias, sentant une vague de honte. Elias, qui embaucherait une chef enceinte de triplé, fraîchement divorcée du magnat de l'immobilier le plus redouté de Miami. Sa voix ne contenait aucune amertume, juste une profonde fatigue. « Ta réputation précède mon CV. »« Je ne savais pas, » commença Elias, sa posture de PDG s'effondrant. « Bien sûr que tu ne savais pas, » l'interrompit doucement Camilla. « Tu étais occupé à construire ton empire. De quoi as-tu besoin? Financièrement, je veux dire. L'hôpital est-il couvert? » « Non, » répondit fermement Camilla. « Je n'ai pas besoin de ton argent. Ce n'est pas la charité. Je n'ai pas pris le chèque de ta mère et je ne prendrai pas le tien maintenant. La seule chose que je veux de toi, c'est de la constance. Si tu comptes être dans leur vie, sois constant. » Elias s'approcha de Nico, qui s'agitait dans son sommeil. Son doigt toucha doucement la joue douce de son fils. Le contact fut électrique. À ce moment, Elias sut qu'il ne s'agissait pas de chèque ou de culpabilité. Il s'agissait de connexion. Quatrième partie, le défi culinaire. Au cours des semaines suivantes, Elias établit une routine impensable. Ses matinées, avant 11 heures, étaient consacrées à Léo, Marco et Nico. Il apprit la logistique de 3 chaises hautes, la science des sandwichs en forme d'étoile, seulement pour Nico, et l'art de calmer les disputes pour un seul camion jouet. Il renonça à sa vie sociale et gagna le titre de papa Elias de la part des garçons. Camilla, cependant, restait sur ses gardes. « C'est une nouveauté pour toi, » lui dit-elle un après-midi. « Que se passera-t-il quand le marché immobilier te rappellera et que ce ne sera plus amusant? » Elias n'eut pas le temps de répondre. À ce moment-là, le téléphone de Camilla sonna. C'était l'appel d'une vie, une invitation à participer à Golden Whisk, une émission de télé-réalité culinaire nationale. Le HIC, 6 semaines de tournage à Miami, obligeant les candidats à vivre dans une maison de production. « Je ne peux pas y aller, » dit Camilla, le conflit déchirant son visage. « Je ne peux pas les laisser. »« Si tu peux, » dit Elias, la surprise dans sa voix la faisant lever les yeux. « Je resterai avec eux. »« Elias, tu es fou. 3 bambins de 3 ans. Ce n'est pas une colonie de vacances. Tu n'as aucune idée de ce que cela implique. Apprends-moi, l'amitié au défi. Je sais que c'est risqué, mais c'est le rêve que tu as abandonné pour moi. Si j'échoue, j'aurais essayé. Mais si tu réussis, tu leur prouveras, et à toi-même, que tu n'as pas à sacrifier ta carrière pour être une mère incroyable. » Camilla le dévisagea, pesant sa sincérité. C'était un risque énorme, mais l'homme en face d'elle n'était plus le magnat froid qu'il avait quitté. Il y avait quelque chose de nouveau en lui, de la vulnérabilité et un but. « 6 semaines, » murmura-t-elle. « 6 semaines pour que je prouve que je peux être le père dont ils ont besoin. »
acquiesça-t-il, et 6 semaines pour que tu poursuives le rêve que tu mérites. Elias relève le défi ultime. Selon vous, quel sera le plus grand désastre auquel il sera confronté pendant ces 6 semaines? Camilla arrivera-t-elle en finale? Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer le final spectaculaire. 5e partie. L'engagement ultime. La première semaine sans Camilla fut un brutal retour à la réalité. Elias avait complètement sous-estimé la logistique nécessaire pour nourrir, nettoyer, divertir et sécuriser émotionnellement 3 enfants de 3 ans, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Du beurre de cacahuète se retrouva dans des endroits dont il ignorait l'existence dans l'appartement. « Je veux maman », pleura Nico pour la 5e fois ce matin-là. « Je veux maman aussi », admit honnêtement Elias, ce qui, étonnamment, fit cesser les pleurs de Nico. Maman est très douée pour s'occuper de nous tous. À la 3e semaine, Elias avait développé un profond respect pour les mères célibataires en général et pour Camilla en particulier. Il appela également Madame Gomez 3 fois pour obtenir des conseils, surtout de la gestion du refus de manger à la gestion des terreurs nocturnes. Quelque chose d'extraordinaire commença à se produire pendant la 4e semaine. Les garçons commencèrent à se tourner vers papa Elias pour être réconfortés, pour les histoires du soir et pour résoudre les disputes entre frères. La confiance qu'il lui accordait était à la fois terrifiante et profondément gratifiante. « Papa Elias, » dit Léo un soir, se blottissant contre lui pendant l'heure de l'histoire. « Tu vas rester pour toujours? Vous voulez que je reste pour toujours? » « Oui, » répondirent les 3 garçons simultanément, sans hésitation. « Alors je reste pour toujours, » promit-il, sentant le poids et la beauté de ses mots. La 4e semaine, le véritable tournant arriva. Marco développa une forte fièvre au milieu de la nuit et Elias se retrouva à l'hôpital pédiatrique à 3 heures du matin. Il appela Camilla, mais au lieu de lui demander de revenir, il lui fit un rapport calme et concis. « Marco va bien, dit-il. Les médecins disent que c'est juste une infection virale courante. Tu ne vas pas sacrifier ton rêve pour une fièvre. Fais-moi confiance, Camilla. Fais-moi confiance pour prendre soin de nos fils. » Un long silence s'installa sur la ligne. « Nos fils, je t'aime, » murmura Camilla. Et cette fois, aucun d'eux ne fit semblant que cela n'avait pas été dit. « Je t'aime aussi, » répondit Elias, regardant Marco dormir paisiblement dans ses bras. « Rentre à la maison et gagne ce concours. Nous avons une famille à construire. » 6e partie, l'empire de la vie réelle. 6 mois plus tard, Elias se tenait dans la cuisine du nouveau restaurant, regardant Camilla diriger son équipe avec la confiance d'une chef qui avait prouvé son talent à la télévision nationale. Bien qu'elle n'ait pas remporté le concours, elle était arrivée en finale et, plus important encore, avait capté l'attention des critiques culinaires de tout le pays. Elias avait discrètement racheté le Sweet Spot et l'avait transformé en un magnifique restaurant italien à succès, du producteur au consommateur. Trattoria Tre Bambini, le restaurant des 3 bébés, il avait réduit son rôle chez Vance Holdings, se retirant de la poursuite incessante de la domination d'entreprise, et se consacrait désormais à de petits projets immobiliers significatifs. Sa vie, autrefois mesurée en milliards, se mesurait désormais en moments. « Papa Elias, regarde !» cria Léo depuis la table familiale dans le coin, montrant un dessin qu'il avait fait pendant le dîner. « C'est notre famille, toi, maman, nous 3 et mamie Victoria », expliqua Marco en montrant les personnages en bâton. La réconciliation avec Victoria avait été lente et difficile, mais elle apprenait maintenant à donner la priorité à ses petits-fils plutôt qu'à ses attentes professionnelles. Camilla s'approcha, enlevant son tablier après une autre soirée réussie en cuisine. « Comment étaient les critiques ce soir, vous mourir ?» demanda Elias. « Satisfait, » répondit-elle avec un sourire fatigué mais heureux. Le critique de Gourmet Miami a demandé la recette du chili en nogada. « Tu la lui as donnée ?»« Bien sûr que non, » dit-elle. « Certains secrets de famille doivent rester dans la famille. »« Sommes-nous une famille ?» lui demanda doucement Elias, regardant les garçons s'endormir sur leurs chaises. « Regarde autour de toi, » répondit-elle en désignant leurs enfants endormis et le restaurant prospère. « À quoi ça ressemble pour toi? »« Ça a l'air parfait, » admit-il. « Ce n'est pas parfait, » le corrigea Camilla avec un sourire. « C'est réel, et le réel est mieux que le parfait. » Elias l'embrassa, sachant avec une certitude absolue qu'il avait trouvé exactement ce qu'il avait cherché toute sa vie, même s'il ne savait pas qu'il le cherchait.
Le succès ne se mesurait pas en tours, mais dans l'amour d'une famille qu'ils avaient choisi de créer ensemble, malgré toutes les raisons pour lesquelles cela aurait pu échouer. Merci d'avoir lu l'histoire d'aujourd'hui. Mettez un j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires sur les secondes chances et la découverte du vrai succès. Septième partie. L'aube sur Brickell Avenue. 6 mois après l'ouverture de la trattoria Tre Bambini, la vie d'Elias avait trouvé un rythme qu'il aurait autrefois qualifié de chaos, mais qu'il trouvait maintenant profondément ordonné. Il se réveillait à 6 heures sur la 12e avenue. Pas à cause d'un réveil, mais à cause des rires provenant de 3 chambres adjacentes. Cela était inévitablement suivi par la bataille quotidienne pour habiller le Léo, Marco et Nico. Une tâche nécessitant la stratégie d'un général militaire et la patience d'un professeur d'université. Elias avait quitté son penthouse froid pour une maison de ville plus confortable à Coral Gables, plus proche à la fois de l'école maternelle des garçons et du restaurant de Camilla. Il s'était largement retiré de Vance Holdings, se concentrant plutôt sur des projets immobiliers plus petits et plus significatifs, rénovant souvent d'anciens espaces commerciaux pour des petites entreprises locales. Le nouveau défi, les ombres du passé. Le succès de Camilla à la télévision et la popularité du restaurant avaient attiré l'attention. Victoria Thorne, la mère d'Elias, initialement mise à l'écart, avait commencé à rendre visite. Ces visites étaient encore tendues, mais maintenant, au lieu de critiques, elles étaient marquées par des excuses maladroites et des cadeaux coûteux. Un après-midi, alors qu'Elias aidait Nico à construire une tour de Lego, Victoria entra avec 3 minuscules poules en cachemire. « C'est trop, maman », dit doucement Elias, ne voulant pas gâcher le moment. « Je sais », répondit Victoria, sa voix montrant rarement une telle douceur. « C'est juste que je ne sais pas comment offrir du pain fait maison comme Camilla. Je ne sais utiliser que l'argent pour montrer de l'affection. Je suis désolé, Elias. Je t'ai fait du mal à toi et à Camilla, et je m'excuse d'avoir perdu ton temps. » Son remords était sincère, mais difficile à accepter. Elias savait que la guérison prendrait des années, mais le fait que Victoria accepte Camilla et ses 3 petits-fils était un pas de géant. Le retour du fantôme, la paix cependant, était sur le point d'être brisée. Un soir, après la fermeture de la trattoria, Camilla et Elias discutaient d'un nouveau menu de saison. Le téléphone d'Elias vibra avec un numéro inconnu. Il reconnut immédiatement l'indicatif régional. « Manhattan. C'est le territoire de Julian Vance », marmonna-t-il en décrochant. Une voix de femme glaciale et tranchante perça le silence. L'ancienne fiancée. Le mariage stratégique qu'il avait abandonné. « Charlotte, » répondit-il, sa voix calme. « Je supposais que tu n'appellerais pas. J'appelle parce que ta mère, Victoria, a répandu l'histoire de ta famille soudaine et de ton changement de vie. Il semble que ton petit choix sentimental affecte la valeur des actions de Vance Holdings. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai appelé, » ricana-t-elle. « J'ai appelé pour te donner un avertissement. » Elias fronça les sourcils. « Un avertissement? Un avertissement à propos de quoi? » « Ton ex-fiancée n'était pas la seule que tu as rejetée, Elias. Serena Hayes est de retour à Miami et elle n'est pas contente de l'annulation du mariage. Elle parle à mes avocats et elle parle à un certain groupe de journalistes. Elle prévoit de s'assurer que ta vie réelle soit minutieusement examinée, en particulier la partie sur les triplés qui apparaissent 3 ans après le divorce. » L'implication flottait lourdement dans l'air. Serena allait déformer la vérité, suggérant que Camilla avait manipulé la situation ou caché les enfants. « Merci pour l'avertissement, Charlotte. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai une famille qui m'attend. » Il mit fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre, sa main serrée autour du téléphone. Il leva les yeux vers Camilla. Ses yeux, qui brillaient d'idées de menu quelques instants auparavant, étaient maintenant assombris par l'inquiétude. « Qu'est-ce qu'il y a, Elias » demanda-t-elle. Elias se dirigea vers elle, prenant ses mains par-dessus la table de préparation en acier. « C'est le passé, Camilla, mais il essaye de faire son retour. » Il lui parla de l'avertissement de Charlotte et du plan potentiel de Serena. La main de Camilla trembla dans la sienne. « J'ai construit cette vie de mes propres mains, Ilia. Je ne laisserai pas une mondaine gâtée la ruiner avec des mensonges. Mais je ne peux pas les laisser s'attaquer aux garçons. Je ne le permettrai pas. » Elias regarda sa détermination féroce. Il savait ce qu'il devait faire. Il avait passé toute sa vie à défendre un faux empire. Il était maintenant temps de défendre le vrai. « Tu n'as pas à mener ce combat seul, »
dit Elias en la serrant fort dans ses bras. J'ai été un maître du contrôle des médias pendant des années. Je sais exactement comment gérer ça. Nous ne fuyons pas. Nous ripostons et nous allons utiliser la vérité. Troisième partie, la contre-attaque. Le lendemain, Elias fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des mois. Il entra dans le gratte-ciel de Vance Holdings, non pas en tant que PDG, mais en tant que père déterminé. Il rencontra son ancienne directrice des relations publiques, une femme en qui il avait une confiance implicite. Nous avons besoin d'une stratégie pour une frappe préventive, expliqua Elias. Une histoire d'amour, de seconde chance et de rédemption. L'accent est mis sur la résilience de Camilla et le pur miracle des garçons. Nous présenterons l'attaque inévitable de Serena comme une vendetta mesquine et jalouse. Le journaliste qu'ils choisirent était un chroniqueur respecté, pas un reporter de tabloïd. L'interview fut menée non pas dans le penthouse, mais dans la trattoria Tre Bambini, avec Léo, Marco et Nico courant joyeusement autour de la cuisine animée de leur mère. Camilla fut magnifique. Elle parla de sa lutte, de sa fierté d'élever les garçons seuls et de sa détermination féroce à les protéger. Interrogée sur Elias, elle ne mâcha pas ses mots. « Il a fait des erreurs, dit Camilla, regardant droit dans la caméra. De grosses erreurs, mais il est là maintenant. Il a prouvé son engagement non pas avec de l'argent, mais avec du temps, de la patience et de l'amour. Il n'est plus un magnat. Il est un père, et je soutiendrai le père de mes enfants. » Elias, assis à proximité, sentit une boule dans sa gorge. Cette femme était la plus grande acquisition qu'il ait jamais faite. Le duel des récits. Lorsque l'histoire de Serena éclata enfin une semaine plus tard, un article désordonné et vengeur dans un magazine mondain de second ordre qui dépeignait Camilla comme une croqueuse de diamants qui avait piégé Elias, elle fit un flop. La belle et sincère histoire d'Elias et Camilla était déjà tendance dans le monde entier. Les lecteurs virent des photos de la trattoria, les trois garçons identiques et souriants, et le sourire authentique de Camilla. Ils virent une histoire de la vraie vie triomphant de la cupidité des entreprises. Le récit de trahison de Serena ressemblait exactement à ce qu'il était, de l'amertume de la part d'une femme privilégiée qui avait perdu son prix stratégique. Le public se rangea farouchement du côté de Camilla. Les clients affluèrent à la trattoria. Les critiques louèrent la résilience de Camilla et sa cuisine, la qualifiant de championne culinaire du parent qui travaille. Les avocats de Serena réalisèrent rapidement qu'ils n'avaient aucune chance et abandonnèrent l'affaire. Un nouvel objectif pour l'Empire. Le passé étant enfin neutralisé, Elias concentra son énergie sur quelque chose de bien plus significatif que la défense personnelle. Il utilisa son influence et son capital restant pour créer le Fonds Tre Bambini, une organisation à but non lucratif visant à fournir des solutions de garde d'enfants abordables et de haute qualité, ainsi que du capital de démarrage pour les parents célibataires de la région de Miami. Il officialisa également son partenariat avec Camilla. Un dimanche matin tranquille, après un petit déjeuner chaotique avec les garçons, Elias s'agenouilla sur le plancher en bois usé de leur salon. Il n'offrit pas un diamant gros comme son pouce. Il offrit une simple alliance en platine. « Camilla Reyes, dit-il, la voix chargée d'émotion. J'ai perdu les 3 premières années de la vie de nos fils et j'ai gaspillé 5 ans de la mienne. Je n'ai pas besoin d'une alliance stratégique ou d'une fusion d'entreprises. J'ai juste besoin de toi. Veux-tu m'épouser et m'aider à construire une vie réelle, désordonnée et magnifique ensemble? » Camilla n'hésita pas. « Oui, papa Elias, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Construisons une vraie vie. » 9e partie. La famille la plus riche du monde. Leur mariage fut une petite affaire intime organisée dans le jardin derrière la trattoria. Les invités les plus importants étaient Léo, Marco et Nico, qui portaient de minuscules toques de chef assortis et insistèrent pour goûter chaque canapé. Elias Vance n'était plus le magnat impitoyable de Brickell Avenue. Il était le copropriétaire d'un restaurant à succès et le père à plein temps de 3 garçons incroyables. Il avait échangé son empire contre une famille et, ce faisant, avait trouvé la seule chose qu'il ne pourrait jamais acheter, une joie authentique. Il apprit que l'homme le plus riche du monde n'était pas celui qui possédait la plus haute tour, mais celui dont la vie était remplie des plus petites et des plus précieuses choses. L'odeur du pain fraîchement cuit, le son de 3 rires identiques
et l'amour indéfectible de la femme qui lui avait appris ce que signifiait vraiment être un homme. Qu'a finalement gagné Elias en abandonnant son empire corporatif? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous croyez aux secondes chances et à l'amour véritable, cliquez sur le bouton d'abonnement pour soutenir d'autres histoires comme celle-ci. 10e partie. Le rythme de la réalité. Le petit mariage dans le jardin de la trattoria était parfait, précisément parce qu'il n'était pas parfait. Nico éternua pendant les vœux, Marco réclama bruyamment une tranche de pain, et Léo essaya de donner l'alliance en platine à un nain de jardin. C'était désordonné, réel, et exactement ce qu'Elias et Camilla avaient construit. La lune de miel fut un week-end dans une cabane tranquille dans les Everglades, choisie parce qu'elle était assez proche pour que Madame Gomez puisse appeler en cas d'urgence avec un des triplés. Équilibrer deux empires. Le retour à Miami signifiait s'installer dans le rythme chaotique de leur nouvelle vie. Ils avaient maintenant deux entreprises à gérer. La Trattoria Tre Bambini, qui était en plein essor et exigeait toute l'attention de Camilla, et le Fonstre Bambini, le projet passion d'Elias qui devenait rapidement une organisation à but non lucratif importante. Elias, l'ancien titan de l'immobilier, se retrouva à négocier avec des enseignants de maternelle et à planifier des rendez-vous pédiatriques avec la même concentration qu'il réservait autrefois aux transactions de plusieurs millions de dollars. Un soir, Elias travaillait tard dans son bureau à domicile, rédigeant des propositions de subvention pour le fonds. Camilla entra, sentant l'ail sauter et la levure. « Tu as l'air stressé », observa-t-elle en s'appuyant contre le cadre de la porte. « Nous venons d'obtenir une subvention de 500 000 $ d'une grande fondation, » rayonna Elias. « Mais je dois préparer un plan budgétaire détaillé pour toute l'année. C'est plus compliqué que de construire un gratte-ciel entier. » Camilla rit. « Construire un gratte-ciel, c'est de l'acier et du béton. Construire une famille, c'est de l'amour et de la logistique. Et la logistique est toujours plus difficile. » Elle s'assit et regarda ses chiffres. Le fonds se développe trop vite. Il a besoin d'un vrai PDG, quelqu'un qui comprend la croissance des organisations à but non lucratif. Tu essaies d'être le PDG du fonds, le soutien financier de la trattoria et un père à plein temps. Quelque chose doit céder, Elias. Sa clarté était toujours rafraîchissante. Elias réalisa qu'il essayait toujours de tout contrôler, une habitude héritée de ses jours chez Vance Holdings. Il devait apprendre à déléguer la passion, pas seulement le profit. Le dernier compte est réglé. Malgré la joie immense de leur nouvelle vie, une ombre subsistait, Victoria Thorne. Elle s'était lentement adoucie, ses visites devenant un incontournable de leur dîner du dimanche. Elle adorait les garçons, les comblant d'une affection subtile et significative, pas seulement de cadeaux coûteux. Un soir, alors que Camilla couchait les garçons, Victoria parla doucement à Elias dans le salon. « Je dois te dire quelque chose, Elias, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement. « C'est à propos de ton père. La raison pour laquelle j'étais si implacable à propos de ta carrière, de ton mariage avec Serena. » Elias se prépara. Il savait que l'histoire allait devenir beaucoup plus profonde. « Ton père n'est pas mort dans un accident de bateau, Elias. Il a commis une fraude d'entreprise il y a des années. Il a été pris et risquait de la prison. J'ai utilisé chaque centime et chaque contact que nous avions pour couvrir l'affaire, pour sécuriser ton héritage et pour effacer son nom du scandale. Je t'ai poussé si fort parce que j'étais terrifié que tu échoues et que tu subisses la même humiliation que ton père. » Elle le regarda, les larmes montant à ses yeux. « Je n'ai pas seulement intercepté les lettres de Camilla pour ta carrière. Je l'ai fait parce que je croyais que l'amour te rendrait vulnérable et je ne pouvais pas supporter de te perdre à cause des mêmes erreurs que ton père. » Elias était abasourdi. La mort de son père avait été le fondement de son ambition, la perte qui le motivait. C'était une vérité bien plus complexe qu'une simple trahison. « Tu as construit ma vie sur un mensonge, maman, » murmura Elias sous le choc. « J'ai construit ta vie sur la peur, » le corrigea Victoria. « Mais Camilla et ses garçons, ils l'ont construite sur quelque chose de réel. Et je pense que pour la première fois, tu es plus fort que la peur. » Elias savait qu'il ne pourrait pas lui pardonner du jour au lendemain, mais il comprenait enfin la racine de sa manipulation. La froideur qu'il voyait n'était qu'un énorme bouclier construit sur la culpabilité et la panique. 11e partie, la boucle est bouclée. Une année passa. Le Fonstre Bambini engagea son premier directeur exécutif,
permettant à Elias de se concentrer sur son rôle de membre stratégique du conseil d'administration et, surtout, de père présent. La Trattoria Tre Bambini remporta le prix du meilleur nouveau restaurant du Miami Magazine. Camilla était radieuse, prononçant un discours de remerciement sincère où elle remerciait son investisseur et partenaire Elias Vance. Le lendemain matin, Elias reçut un visiteur dans son nouveau petit bureau en ville. C'était Julian Vance, son ancien rival en affaires, et l'ex-fiancé de Charlotte Sterling, celui qui avait appelé avec l'avertissement. Julian avait l'air fatigué et débraillé, une ombre du requin de la finance dont Elias se souvenait. « Je suis venu ici parce que j'ai besoin de ton aide », admet Julian. « Le fonds, ton organisation à but non lucratif, j'ai besoin d'un projet qui ne soit pas axé sur le profit, un moyen de redonner. » Elias sourit. « L'ironie est épaisse, Julian. Tu demandes de l'aide à l'homme dont tu as essayé de saboter la vie. »« Je sais, » admet Julian, « mais tu es le seul que je connaisse qui a réellement trouvé une sortie de secours et qui a réussi. Je me noie, Elias. Je ne veux plus des gratte-ciel. Je veux juste comprendre ce qui compte. » Et Elias regarda l'homme qui représentait sa vie passée, une vie d'acquisition sans fin et d'ambition motivée par la peur. Il se revit 3 ans plus tôt. « Le fonds est toujours à la recherche de nouveaux membres du conseil d'administration, Julian, » proposa Elias. « Mais tu commences comme bénévole à la trattoria le samedi matin. Tu nettoies les tables et tu regardes Camilla travailler. Tu apprends le coût de la vraie nourriture et la valeur du travail acharné. Tu apprends ce que c'est que de construire quelque chose à partir de zéro avec tes propres mains. » Julian marqua une pause, puis hocha la tête, une lueur d'espoir sincère dans les yeux. « J'accepte. »« Merci, Elias. » Alors que Julian partait, Elias regarda par la fenêtre la modeste rue en contrebas. Son téléphone sonna. C'était Camilla. « N'oublie pas notre soirée en amoureux ce soir, » lui rappela-t-elle. « Et peux-tu voir comment va Marco? Il a dit qu'il avait mal aux pieds. » Elias prit sa maillette, laissant le monde de l'entreprise et ses fantômes trouver leur propre chemin. Il rentrait chez lui. Il avait un devoir de mari envers sa femme et un devoir de père envers son fils. Il sut alors, fermement ancré sur l'immobilier qu'il avait personnellement choisi, que sa richesse ne se mesurait plus à la hauteur de ses tours, mais à la profondeur de son engagement. Elias a maintenant sa femme, ses 3 fils et une conscience tranquille. Selon vous, quel est le prochain grand défi pour Papa Elias? Réussira-t-il à guider son ancien rival Julian? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. 12e partie. L'apprenti et l'audit. La vue de Julian Vance, l'ancien gestionnaire de fonds spéculatifs de haut vol, dans un simple tablier de la Trattoria Tre Bambini, nettoyant de l'huile d'olive renversée, était un chef-d'œuvre d'ironie cosmique. Julian était étonnamment diligent. Son attention obsessionnelle aux détails, autrefois concentrée sur les rapports trimestriels, s'appliquait désormais au récurage des joints et au polissage de la verrerie. Elias avait été un mentor sévère mais patient. Leurs conversations quotidiennes, autrefois hostiles, portaient maintenant sur le coût des marchandises vendues. La pénurie de main-d'œuvre dans le secteur des services et l'imprévisibilité pure de la vie réelle, un chaos que Julian apprenait lentement à accepter. « Tu sais, c'est plus difficile que de prédire la hausse des taux de la Fed », admet Julian un samedi chargé en essuyant une table avec une vitesse surprenante. « C'est parce que le marché n'a que la cupidité et la peur », répondit Elias en lui tendant un plateau d'assiettes sales. « Ici, tu as des bambins, de la passion et une fuite de gaz le même jour. Cela demande un autre type d'équilibre. » Le nouveau membre du conseil d'administration, Julian, rejoignit officiellement le conseil du fonds Tre Bambini. Ses connaissances en structuration d'entreprise se révélèrent inestimables, aidant Elias à maximiser l'impact du fonds pour les parents célibataires. Elias était fier. Il avait réussi à utiliser les contacts de son ancienne vie pour son nouvel objectif significatif. Pendant ce temps, Camilla prospérait. Elle expérimentait de nouveaux menus, développait son activité de traiteur et écrivait une chronique culinaire pour un magazine local. Elle était la force motrice et Elias était son ancre. « Tu sais ce qui est drôle? » demanda Camilla un soir après un long service. « Je pensais que ma plus grande réussite serait d'obtenir une étoile Michelin. Maintenant, c'est juste de faire en sorte que les 3 garçons finissent leur brocoli. » Le retour d'Isabella. Juste au moment où la vie semblait s'installer dans une harmonie parfaite, le dernier fantôme du passé d'Elias réapparut. Isabella Ruiz Cortez, son ancienne fiancée,
dont il avait rompu l'alliance familiale, arriva sans prévenir à son bureau. Isabella, posée et impeccablement vêtue, n'était pas là pour se battre. Elle était là pour faire des affaires et régler un compte. « Elias, dit-elle, allant droit au but. La société de ma famille, Sterling Global, est en train d'acquérir la banque qui détient les principaux prêts du fonds Tre Bambini. » La mâchoire d'Elias se crispa. « Qu'est-ce que tu fais, Isabella? »« Je suis juste stratégique. Nous avons remarqué la croissance rapide du fonds. C'est un risque. Je suis ici pour mener moi-même un audit financier et opérationnel complet. Je dois m'assurer que les actifs du fonds sont sécurisés avant que ma famille ne signe l'acquisition. » Elias savait que c'était plus que des affaires. C'était la tentative d'Isabella de se rapprocher, d'inspecter la vie qu'elle avait perdue et de trouver potentiellement une faiblesse qu'elle pourrait exploiter. L'audit serait un examen exténuant de chaque décision qu'il avait prise depuis qu'il l'avait quitté. « Le fonds fonctionne avec une transparence absolue, » déclara fermement Elias. « Tu trouveras tout en ordre, mais si tu penses pouvoir utiliser cela comme un levier contre moi ou Camilla, tu te trompes. » Isabella sourit, un éclair de son ancien moi ambitieux. « Je n'ai pas besoin d'utiliser de levier, Elias. J'ai juste besoin de voir la valeur de ce que tu as choisi à ma place. Commençons l'audit demain. » Elias réalisa que le véritable test n'était pas de survivre à un krach boursier. C'était de défendre l'intégrité de la seconde chance qu'il avait travaillé si dur à construire. Il avait quitté le monde de l'entreprise, mais le monde de l'entreprise n'était pas tout à fait prêt à laisser partir Elias Vance. 13e partie, l'audit et la responsabilité. L'audit commença le lendemain. Isabella, froide et efficace, passa des heures à éplucher les comptes du fonds Tre Bambini. Elle posa des questions pointues sur le temps personnel qu'Elias y consacrait et sur la faisabilité financière du programme de microcrédit pour les mères célibataires. Elias répondit avec patience, nourri par son engagement envers la mission du fonds. Il ne défendait pas seulement des chiffres, il défendait la réalité de son évolution. « Tu traites cette organisation à but non lucratif comme si c'était une entreprise de Fortune 500, » observa Isabella après 2 jours d'interrogatoire incessants. « C'est plus important, » la corrigea Elias. « Parce qu'ici, l'échec ne signifie pas une chute des actions. Cela signifie qu'une mère ne peut pas nourrir ses triplés. » La défense inattendue. Le 3e jour, Isabella interrogea Julien. Elle s'attendait à trouver un ex-rival et un ancien partenaire de débauche. Au lieu de cela, elle trouva un ardent défenseur du fonds. « Julien, sois honnête, » insista Isabella. « Elias n'est pas ici en tant que philanthrope. Il est ici pour échapper à la culpabilité. Tout se fonde de sa pénitence. » Julien ne s'y l'a pas. « Je suis un expert financier, Isabella. Je suis venu ici en cherchant la faiblesse et la corruption. J'ai trouvé une gestion méticuleuse, une attention sincère et plus de valeur brute que dans n'importe quelle entreprise pour laquelle j'ai jamais travaillé. » Elias ne fuit pas la culpabilité. Il court vers son but et je cours juste à côté de lui. Isabella était visiblement secouée. La défense de Julien était inattendue et totalement convaincante. La confrontation finale. Plus tard dans l'après-midi, Isabella visita la trattoria de manière non officielle. Elle regarda Camilla se déplacer dans la cuisine animée, crier des commandes, réconforter un Léo en pleurs avec un câlin rapide, puis préparer un plat complexe avec un timing parfait. Camilla n'était pas l'épouse docile à laquelle Isabella s'attendait. C'était une force de la nature. Finalement, Isabella accula Elias seul. « Le fonds est propre, Elias, » concéda-t-elle. « Parfaitement structuré, parfaitement géré. Tu as vraiment changé. » Elle le regarda, un éclair de regret traversant son visage. « J'aurais dû savoir qu'un homme qui renonce à un mariage stratégique par amour mettrait son cœur dans tout le reste. J'ai choisi une dynastie. Tu as choisi une famille et tu as gagné. » Elias ne ressentit pas de triomphe, seulement du soulagement. « Ce n'était pas une compétition, Isabella. C'était un choix. J'ai choisi ce qui était réel. » Isabella se leva pour partir, s'arrêtant à la porte. « Une dernière question. Ta mère, Victoria, elle rend visite aux garçons constamment. Pourquoi? Qu'est-ce que tu lui as dit pour la faire changer? » Elias sourit, regardant vers la cuisine où Camilla riait avec Marco. « Je ne lui ai rien dit. Camilla et les garçons l'ont fait. Elle a vu que ce que nous avons est plus fort que sa peur et plus précieux que l'empire qu'elle a essayé de sauver. Elle a choisi de faire partie de la vraie valeur. » Isabella hocha lentement la tête.
un fantôme de sourire sur ses lèvres. Je vois. Au revoir, Elias. Alors qu'elle sortait par cette porte pour retourner vers la ville des gratte-ciels, Elias sut que le passé était enfin vraiment enfermé. Il avait fait plus que sauver sa famille. Il avait redéfini tout son héritage. L'audit est terminé. Elias a passé le test de son passé. Pensez-vous que Julian Vance trouvera finalement son propre bonheur familial ou se concentrera-t-il entièrement sur le fond? Partagez vos prédictions pour l'avenir de Julian dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour la prochaine histoire captivante, 14e partie, le nouveau départ de Julian. Julian Vance, maintenant pleinement immergé en tant que PDG du Fonds Trey Bambini, était méconnaissable. Ses costumes de créateur avaient été remplacés par une tenue professionnelle décontractée et pratique, et son attitude était celle d'un accomplissement tranquille et non d'une conquête agressive. Un partenariat inattendu. La transformation de Julian attira bientôt l'attention, non pas du monde de l'entreprise, mais du secteur à but non lucratif. Il fut invité à prendre la parole lors d'une grande conférence sur la philanthropie à Miami. Là, il rencontra le Dr Lena Soto, une pédiatre brillante et pragmatique, qui dirigeait une chaîne de cliniques de santé à bas prix pour les communautés défavorisées. Julian, armé de son expertise financière, analysa son modèle opérationnel. Il le trouva solide, mais désespérément sous-exploité. Elias, observant depuis la touche, vit Julian s'illuminer d'un nouveau type d'ambition, une ambition axée sur l'impact. Lena a besoin d'une structure de capital. J'ai besoin d'un but, dit Julian à Elias après la conférence. Si je peux l'aider à développer ses cliniques, nous pouvons intégrer le soutien à la garde d'enfants du fonds directement dans son réseau. C'est de la synergie, Elias, mais pour le bien. Cette collaboration évolua rapidement de professionnel à personnel. Lena vit au-delà du fantôme de l'entreprise. Elle vit l'homme dévoué qui parlait avec passion des secondes chances et de l'importance d'un départ stable pour les enfants. Julian, à son tour, trouva une partenaire qui appréciait son dévouement au service plutôt que sa valeur nette. La vision en expansion de Camilla. Pendant ce temps, la trattoria Trey Bambini connaissait un tel succès que Camilla décida de s'agrandir. Elle ne construisait pas une chaîne. Elle construisait une opportunité. Elle acheta la vitrine vide voisine pour la convertir en un centre de formation culinaire dédié à l'enseignement aux parents célibataires, principalement des mères issues des programmes du fonds, de l'art de la cuisine professionnelle et de la gestion d'entreprise. Il s'agit de leur apprendre à construire leur propre trattoria, pas seulement à travailler dans la mienne, expliqua Camilla à Elias un soir. C'est le microcrédit ultime associé à la compétence. Elias, immensément fier, s'occupa de l'acquisition et de la logistique de la construction. Il réalisa que leur partenariat s'était solidifié en quelque chose de profond. Il gérait la logistique de ses rêves et elle alimentait le but des siens. L'héritage familial. Un samedi matin, alors qu'Elias regardait Léo, Marco et Nico, maintenant des enfants actifs de 6 ans, jouer à Chet dans le jardin, il ressentit un profond sentiment de paix. Il n'était pas le maître de l'univers, mais il était le maître de cet univers, le petit monde magnifique qu'il avait choisi. Son héritage ne se mesurait plus aux fondations des gratte-ciels, mais aux fondations de la résilience qu'il aidait à construire pour d'autres familles et au foyer sûr et aimant qu'il avait construit pour la sienne. Il réfléchissait souvent à son ancienne vie, la peur, l'argent, l'isolement. Il ne changerait pas un seul jour chaotique, épuisant et joyeux de sa nouvelle réalité. On lui avait donné une seconde chance et il avait appris que le plus grand retour sur investissement est toujours l'amour inconditionnel. C'est un bon point pour conclure le voyage d'Elias et Camilla vers les secondes chances et un but. Selon vous, quelle est la leçon la plus inspirante de la transformation d'Elias? Prêt pour une histoire complètement nouvelle ou avez-vous une nouvelle idée?